Alors, bonjour à tous. Merci à Dr Ravin et la comité scientifique de m'avoir invité pour présenter une topo qui est assez délicate. J'espère que j'aurai moins de questions que Elodie. C'est une topo assez complexe qui nous concerne tous les jours. Donc je me présente encore une autre fois. Vedat El-Jezi, je suis un anesthésiste réanimateur de la chirurgie cardiaque à Gabriel-Montpied et ça fait 18 ans, donc ça commence à faire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'anticoagulation chez le patient à risque hémorragique devant un geste invasif chirurgical. Donc gestion des anticoagulants périopératoires et la deuxième partie, c'est gestion d'anticoagulation post-trauma, une thématique où j'ai appris énormément de choses. Alors, voilà mes conflits d'intérêts, aucun en lien avec cette présentation. La gestion des anticoagulants devant un geste invasif, c'est une vraie casse-tête, c'est un vrai challenge. Pourquoi ? Parce que l'arrêt temporaire de traitement anticoagulant peut exposer le patient à un risque thrombotique majeur. Et dans le cas où on décide de mettre un autre anticoagulant à la place, là on risque d'exposer le patient à un risque sévère d'hémorragie. Donc c'est vraiment un équilibre très précaire et qu'il faut le chercher tout le temps, pour chaque patient. À chaque fois, quand le risque thrombotique augmente, il est important, ça augmente la morbimortalité. Et de l'autre côté, s'il y a un risque hémorragique, si le patient il se met à saigner, c'est encore pire, ça augmente la morbimortalité. Donc, encore une autre fois, toujours un équilibre un peu dur à trouver. Il existe plusieurs recommandations en fait, pour nous guider à mieux gérer. Je vous ai cité 3 que vous pouvez voir en fait, sur l'écran. Donc le dernier où j'ai basé en fait, ma présentation, c'est celui de Chest Physician Clinical Practice Guideline de 2022 qui reprennent un peu les recommandations de la Société de la cardiologie de 2021 ou bien celles de HRA de 2020. Mais toutes ces recommandations-là, ils disent qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves scientifiques, des vraies études cliniques prospectives randomisées de grande échelle pour dire de façon précise qu'il faut faire ça ou ça. Donc, chacun de recommandations, ils disent que vous pouvez faire des modifications nécessaires pour permettre une approche centrée sur le patient, d'accord ? Et nous, on est témoins de notre pratique quotidienne que chaque patient, il est différent. Donc, il faut qu'on réfléchisse à adapter le traitement pour chaque patient. Donc, rapidement, les AVK et les AOD, vous avez vu les mécanismes d'action. Donc, la prise en charge, c'est une décision qui suit une approche très progressive. En premier, on va estimer le risque thrombotique. En deuxième, on va estimer plutôt le risque de saignement. En 3, on doit déterminer le moment d'interruption de traitement anticoagulant. En 4, on doit déterminer s'il faut utiliser une anticoagulation transitoire, de faire un bridge. Alors, ce qui concerne le risque thrombotique, ça a été dit et redit et je le redis. Ce qui thrombose le plus, bien évidemment, c'est les valves mécaniques. En particulier si elle est en position mitrale, si elle est récemment posée et si elle est de l'ancienne génération. Donc celles les valves, même aortiques de l'ancienne génération, il n'y a aucune discussion, ça thrombose. Et surtout, le risque thrombotique, il est important s'il est associé avec un AIT ou un AVC dans les 6 mois.
Dans l'autre côté, dans le cas où le patient il a déjà fait un problème embolique, notamment s'il y a un score de Child-Vasc assez élevé, au-delà de 6, s'il a fait un AIT ou AVC dans les 3 mois, ou bien si le patient, ça augmente encore plus, s'il y a une maladie valvulaire rhumatismale. En 3 risques majeurs, c'est s'il y a un événement thromboembolique dans les 3 mois et s'il y a une thrombophilie sévère. Donc, qu'est-ce que c'est une thrombophilie sévère ? C'est le déficit de protéine C, de protéine S, l'antithrombine, des anticorps antiphospholipides ou des multiples anomalies. Le deuxième risque, c'est lui qui est modéré, c'est les nouvelles valves aortiques. Ça a été dit que ça se lave bien, une valve aortique. Et si cette valve aortique MECA elle est associée à d'autres facteurs de risque, notamment de fibrillation atriale, s'il y a une AIT, une AVC dans les 6 mois, s'il y a un diabète, s'il y a un âge au-delà de 75 ans, ou bien s'il y a un score de Child-Vasc qui est élevé et qu'il y a eu un AIT ou AVC entre 3 et 6 mois, ou bien s'il y a une maladie thromboembolique entre 3 et 12 mois, s'il y a une thrombophilie non sévère, ou bien si le patient il a un cancer, notamment un cancer actif, ou si le patient il a eu des maladies thromboemboliques à répétition. Le risque thrombotique bas, c'est les valves aortiques mécaniques, mais sans aucun facteur de risque. Ça a été dit, ça thrombose pas beaucoup. Oui, c'est vrai, mais méfiance. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de courageux dans la salle qui oseront laisser d'arrêter les AVK et laisser la valve aortique sans aucun facteur de risque, sans traitement anticoagulant jusqu'à la chirurgie. Je ne sais pas s'il y a des courageux. Moi, je ne suis pas très courageux pour ça, parce que c'est vrai que ça thrombose pas beaucoup. Mais si ça thrombose, la scène, je ne vous la décris pas, vous la connaissez. Donc, une chirurgie réduction de valve aortique, ce n'est pas anodin. Aussi, le risque thrombotique, il est bas. S'il y a un score de Child-Vasc qui est à 2-3, ou bien s'il y a une maladie thromboembolique qui date au-delà de 12 mois. Le score de Child-Vasc a été présenté, je ne perds pas de temps. Donc, l'évaluation de risque de saignement. Alors, quelles sont les chirurgies qui nécessitent un arrêt des AVK, quoi qu'il arrive? Donc, c'est la plupart des chirurgies majeures qu'on connaît. On fait du chirurgie digestive, thoracique, cardiaque, encore plus neurochirurgie ou bien orthopédie. Ou tout à la fin, une anesthésie néoaxiale ou bien des injections épidurales. Parce que toute cette zone, en fait, c'est des zones critiques. Même un petit saignement, ça peut donner ça peut faire beaucoup de dégâts. Le risque de saignement qui est faible à modéré, ou plutôt modéré à faible, arthroscopie, biopsie cutanée, chirurgie de pieds et de mains, une partie des endoscopies, cholécystectomie, hernie abdominale, chirurgie des hémorroïdes, bronchoscopie, plus ou moins biopsie. Et à la fin, des chirurgies avec un risque de saignement assez faible. C'est des chirurgies superficielles, c'est des chirurgies de la peau, les procédures ophtalmologiques, les procédures dentaires, les coronarographies s'il y a une approche par voie radiale, ou des patients sélectionnés qui nécessitent un dépistage où la chance de faire une biopsie reste faible. Donc tous ces patients-là, ils ont un risque hémorragique qui est faible. Alors, comment on détermine le moment d'interruption d'anticoagulants? Les procédures invasives où il y a un risque de saignement qui est minime. Comme on l'a dit, les procédures dermatologiques, les dents, les cataractes, etc. Ça ne nécessite pas une interruption des AVK.
Donc, on peut les poursuivre, mais on doit s'assurer qu'on est dans la fourchette thérapeutique et pas en surdosage. Parce que très souvent, on voit des patients qui arrivent et ils ont 9 ou 10 d'INR. Donc, c'est risqué, attention. Donc, on doit être dans la fourchette thérapeutique et visiblement, il n'y a pas de risque et pas de nécessité d'arrêter les AVK. Les procédures qui ont un risque modéré d'hémorragie. Donc, là, il y a deux possibilités. Soit ils ont un risque thrombotique pas très élevé. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire un bridge avec un HBPM ou de l'héparine. Je ne sais pas quelle est votre habitude. Ou bien, il faut tout simplement les arrêter sans faire de bridge. Encore une autre fois, si on arrête les AVK, par exemple 5 jours avant, les plupart, pour ne pas dire, selon les études, 90% des patients, ils vont normaliser l'INR jusqu'à la chirurgie. Mais il y aura toujours les 10%. Des patients qui sont fatigués, des patients où l'INR vraiment descend tout doucement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors, si on décide d'arrêter les AVK 5 jours avant sans les remplacer, il faut faire un INR les 24 heures avant le geste invasif. Si l'INR il est en dessous d'1,5, on peut procéder à la chirurgie. Si l'INR il n'est pas descendu, alors je vais dire quelque chose qui ne plaît pas trop aux cardiologues, c'est de mettre un peu de vitamine K. Ce qui est décrit dans la littérature, ce qu'ils détestent les cardiologues, c'est de mettre un peu de vitamine K, à juste titre. Combien il faut mettre? 1-2 mg per os, pas plus, jamais IV. Donc on met 1-2 per os, parce que le plus de vitamine K qu'on va mettre, le plus on va créer de la résistance après quand on va reprendre les AVK. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre plus. Pour les procédures qui nécesstent, qui ont un gros risque thrombotique, là, on va mettre un HBPM très souvent, ce qui se fait le plus. Même si à Clermont-Ferrand, ils ont un avis un peu différent parce qu'on a vu des thromboses de valves sous HBPM. Et pourquoi? Je vous dirai un peu plus loin. Les patients qui ont un risque hémorragique élevé, il faut arrêter les AVK 5 jours avant et il faut faire un bridge avec l'HBPM à partir du 3e jour. Donc entre la dernière dose d'AVK et le début d'HBPM, c'est 48 heures, ce n'est pas 24. D'accord? Il faut tout faire pour ne pas chevaucher 2 anticoagulants parce qu'on expose le patient au risque hémorragique assez important. Donc on met de l'HBPM. Combien il faut en mettre? C'est lui, l'HBPM, qui est le plus décrit, c'est le Lovenox. Combien il faut en mettre? Il faut mettre 1 mg par kilo x 2, matin, soir. Autrement, 0,1 ml par 10 kg de poids corporel. Donc si mon poids il est de 80 kg, c'est 0,8 x 2. Ce n'est pas moins. Et les thromboses de valve qu'on a vues, certes, si on cherche, on va trouver un terrain, mais très souvent, c'était 0,4 x 2. Donc, si vous décidez d'anticoaguler, si vous décidez de frapper, frappez comme il faut. Ne frappez pas à moitié. Alors, ça, c'est un protocole qu'on a établi il y a 2-3 ans, je pense, au CHU de Clermont-Ferrand. C'était un groupe d'hémostase qui ne diffère pas tellement de ce que je vous ai décrit. Or, il y a des procédures à faible risque hémorragique qu'on accepte de le faire de plus en plus sous AVK, parce qu'il n'y a rien de mieux que les AVK pour anticoaguler une prothèse mécanique. Une petite parenthèse, le Centron, il demande en fait un jour en moins d'arrêt, J-4 au lieu de J-5. Où on est des AOD. Les AOD, c'est vrai que ça nous a facilité la tâche pour pas mal de choses. Il faut bien savoir 2 éléments. La demi-vie d'élimination d'un AOD, c'est environ 10 à 14 heures. Par contre, l'action, une fois qu'on a mis en place d'un AOD, est rapide.
2-3 heures. Ça nous donne la chance, par exemple, s'il faut anticoaguler vite par la bouche, on met un AOD et en espace de 2-3 heures, on est efficace en termes d'anticoagulation. Ou on est sur l'arrêt. Je vous laisse voir, en fait, grosso modo, pour tout ce qui est chirurgie ou acte invasif qui a un gros risque de saignement, un arrêt, il faut 48 heures d'arrêt, donc dernière prise J-3. Si c'est un risque faible à modéré, c'est que 24 heures. Ce qui change un peu, c'est pour le dabigatran, parce qu'il y a une élimination rénale qui est un peu plus importante. Donc les patients qui ont une clairance de créatinine qui est bien baissée, en dessous de 30, ça demande 4 jours d'arrêt et pas que 2. Donc ça, c'est les dernières recommandations. Et comme je vous ai dit, en post-opératoire, s'il n'y a pas un gros risque d'hémorragie et si que tout va bien, évitez de chevaucher et reprenez directement les AOD. Si tout va bien. Alors, je travaille dans une chirurgie qui est vachement hémorragique et je peux vous dire une chose, à partir du moment où l'hémostase elle est faite. Nous, on reprend l'héparine après une chirurgie très hémorragique comme la chirurgie cardiaque à H+6 tout le temps. Et j'ai quasiment jamais vu sur mes 18 ans un patient qui ne saignait pas et qui s'est mis à saigner à H+10. C'est peu probable. S'il saigne, c'est qu'il y a un autre problème. Mais généralement, quand l'hémostase elle est faite, elle est faite. Voilà le schéma de groupe d'hémostase de CHU de Clermont-Ferrand, qui ne diffère pas tellement. Et ici, il y a un algorithme de tout ce que je viens de vous dire. Donc, un patient qui va subir une chirurgie ou un acte invasif, il faut se demander quel anticoagulant ils prennent. Est-ce que le risque thrombotique il est important? Est-ce que le risque hémorragique il est important? Donc, c'est un peu la répétition en fait, de ce que j'ai dit jusque-là. Alors, je vais passer sur l'anticoagulation chez le patient post-traumatique parce que ça, c'est encore plus complexe, je trouve. Vous le savez, et on l'a dit, mes confrères auparavant, ils ont dit qu'il y a un équilibre entre la thrombose et la fibrinolyse. Et en état normal, notre organisme, c'est une merveille, il équilibre tout comme il le faut. En état de traumatisme, alors il y a deux choses. La première, celle qui était très bien présentée, et c'était les troubles de coagulation induites par le trauma. Et dès que l'hémostase elle est faite, eh ben on passe, en espace de quelques heures, on va passer sur un autre état, en fait sur une autre situation qui est le risque prothrombotique. Et ce risque prothrombotique, il arrive vraiment très vite. Il peut arriver en espace de quelques heures, voire quelques jours. Alors, deux mots pour le trauma-induced coagulopathie, ou la coagulopathie induite par le trauma. Bon, on a vu qu'il y a un dysfonctionnement plaquettaire, il y a une hyperfibrinolyse, il y a une dysfonction d'endothèle, il y a la libération de glycocalyx. En plus de ça, si on lui ajoute l'acidose, l'hypothermie, l'hémodilution, parce qu'il faut remplir et maintenir le patient en vie, ça va faire qu'on va avoir un gros problème de coagulation. Et celle-là concerne environ 25% des patients. Et comme je vous ai dit, très vite, on passe sur le problème thrombotique. Alors, j'ai fait la littérature, un peu de voir ce qu'il y a dans ce domaine, et j'ai trouvé vraiment des recommandations qui sont citées en fait sur l'écran, de Western Trauma Association. Ces recommandations, ils s'appuient sur peu d'études en fait, qu'il y a sur la bibliographie. Ils ont pris aussi les études rétrospectives et aussi les avis des experts. Parce qu'il faut une optimisation de prophylaxie pharmacologique afin de prévenir la maladie thromboembolique veineuse.
Il faut le dire que sans anticoagulation, en post-trauma, on va avoir 58% de maladies thromboemboliques chez les traumatisés graves. Alors, on va prendre l'algorithme un peu, on va le découper pour voir qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Par contre, ce qui reste un vrai challenge, c'est à quel moment il faut initier, quelle est la dose optimale qu'on doit utiliser pour anticoaguler, et quand arrêter et reprendre s'il y a un geste invasif au milieu. Voici les facteurs de risque qui sont basés en fait sur certaines études où on trouve la transfusion, la présence d'un cathéter central, la fracture du bassin et les scores élevés en fait, de traumatisme comme facteur de risque de thrombose après un trauma. Alors, l'algorithme, il est destiné aux adultes. Il n'est pas fait pour la population pédiatrique, parce que la population pédiatrique thrombose un peu moins. Par contre, au-delà de 15 ans, les patients ils doivent bénéficier une prévention comme les adultes. Les patients qui sont en fait peu traumatisés, qui ont un trauma léger, et qui ont un ISS en dessous de 10, et qui peuvent se mobiliser, s'ils ont un séjour de 24 heures à l'hôpital, ne nécessitent pas d'être anticoagulés. Par contre, les fractures de la colonne vertébrale, du bassin, les réparations d'une lésion veineuse, des antécédents de maladies thromboemboliques, des troubles héréditaires de coagulation, thrombose le plus. Si on ajoute l'âge élevé, l'obésité et les fractures de membres inférieurs, c'est encore en plus. Quelques mots pour le Injury Severity Score. Donc, comment on calcule? On prend les 3 scores plus élevés. Au carré, on fait la somme de ça et on va trouver le numéro exact, on fait la chiffre exacte de d'ISS et qui va nous orienter qu'il faut anticoaguler ou pas. Il y a des situations où il faut retarder parce qu'il y a un problème. Et qu'est-ce que c'est le problème? C'est l'hémorragie active, la coagulopathie, l'instabilité hémodynamique, les lésions d'un organe solide, le traumatisme cérébral ou le traumatisme de la colonne vertébrale. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypocoagulabilité, elle disparaît très rapidement pour laisser la place à l'hypercoagulabilité. Donc en général, on peut, s'il n'y a pas de saignement actif bien évidemment, on peut aisément démarrer un traitement anticoagulant après 24 heures. Où on est sur le traumatisme crânien, ça c'est vachement délicat, mais je peux vous dire que des contusions, en fait des lésions cérébrales, comme la contusion cérébrale, les hémorragies pétéchiales ou bien les lésions axonales diffuses, peuvent recevoir rapidement une prophylaxie pharmacologique. Si jamais il y a un saignement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, scan de contrôle 24-48 heures après. Si au scan de contrôle, il n'y a pas d'hémorragie ou il n'y a pas de progression des lésions hémorragiques, là, on peut démarrer un traitement prophylactique antithrombogène. Alors, la prophylaxie mécanique, est-ce qu'elle marche? Oui, elle marche, mais elle est beaucoup moins efficace que le traitement pharmacologique. On peut l'utiliser avec le traitement pharmacologique, mais si on ne peut pas utiliser le traitement pharmacologique, c'est mieux que rien. Et si on n'a que ça à mettre, dans ce cas-là, ça nous oblige de faire un Doppler des veines au moins de façon hebdomadaire. Quelle est la molécule le plus utilisée pour anticoaguler un patient traumatique? C'est l'enoxaparine, c'est celle qui est décrite le plus dans la littérature. Et je répète encore une autre fois, il n'y a aucune raison, dans la plupart des cas, à ne pas le mettre au-delà de 72 heures post-traumatisme. Quelle dose il faut le mettre? 0,4, c'est plus efficace que les 0,3. Donc la dose pour un poids normal, pour un âge entre 18 et 65 ans et une clairance de créatinine normale, c'est 40 x 2. Donc 0,4 ml x 2. Même la SPHAR préconise la même chose. Mais dans certaines situations, ça nécessite un ajustement de la dose.
en raison de variations de clairance, variations des poids, et quel serait l'objectif? L'objectif serait de doser l'anti-DISA, et l'anti-DISA qu'on vise, c'est 0,2, 0,4 au pic, ou bien 0,1, 0,2 en temps résiduel. Juste une petite parenthèse avant de finir, je me dépêche. Je sais que c'est long, je me dépêche. Si on a une prophylaxie efficace et qu'on décide d'arrêter pour une raison X ou Y, au-delà de 12 heures, ben ça expose le patient à un risque 8,5 fois plus élevé comparé à un patient qu'on anticoagule de façon efficace. Donc des interruptions non nécessaires pour une raison X ou Y, il faut arrêter. Vraiment, il faut bien planifier les procédures. Alors, s'il y a une thrombose veineuse profonde qui est identifiée, il faut anticoaguler de façon efficace. En ce qui concerne tout ce qui est anesthésie, analgésie néoaxiale, c'est 12 heures avant, 12 heures après de cathéter. Et quand vous utilisez ces molécules en cas de thrombopénie, pensez bien à une thrombopénie induite à l'héparine. Où il faut mettre un filtre veine cave inférieur, ben, il faut le mettre à chaque fois qu'on a une thrombose récente. Et de l'autre côté, ça nécessite une anticoagulation pour l'acte invasif. Encore, on arrive à le mettre, mais on n'y pense jamais pour l'enlever. Quelle est la durée de l'anticoagulation? Certains traumatismes sévères, comme les lésions orthopédiques, les lésions de la colonne vertébrale, intervention chirurgicale majeure, nécessitent une anticoagulation après la sortie de l'hôpital. Jusqu'à quand? Jusqu'à 37 jours à compter de la date d'intervention chirurgicale. Avec quoi on peut anticoaguler? Noxiparine, AOD. Et certains, ils disent l'aspirine. Donc, pour conclure, c'est une situation fréquente en pratique clinique, quasi notre quotidien. Les recommandations, il y a plein de recommandations qui sont fiables, mais la prise en charge elle doit être centrée sur le patient. Il faut éviter le surrisque hémorragique et le surrisque thrombotique. En post-trauma, reprise d'anticoagulation 24 au plus tard 72 heures après résolution de problèmes hémorragiques. Et surtout, il faut éviter l'interruption d'anticoagulation. Très souvent, la décision n'est pas facile et ça nécessite une concertation multidisciplinaire. Merci de votre attention.